De nombreuses personnes ont des troubles de la communication et des troubles de langage. Elles souffrent de bégaiement et les enfants sont les plus touchés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Check-up. Aujourd'hui, nous nous intéressons au bégaiement avec notre invité, un orthophoniste rééducateur qui lui-même a été bègue et a réussi à surmonter son handicap. Nous allons savoir si le bégaiement est héréditaire, comment devrait se comporter un parent face à son enfant bègue et quelles sont les thérapies proposées pour venir à bout du bégaiement. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Je vous retrouve dans un instant pour la suite. Topso, bon après-midi. Vous êtes orthophoniste rééducateur. Vous-même, vous avez été bègue. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Bienvenue sur notre plateau. Merci Mireille, merci chers téléspectateurs. Alors dites-nous, c'est quoi la différence entre un trouble du langage et un trouble de la communication? Généralement, quand nous entendons parler beaucoup plus du trouble de langage ou retard du langage, c'est quelqu'un qui a juste une incapacité de pouvoir exécuter quelques mouvements qui peut parfois être lié à la parole, aux prononciations des sons, beaucoup plus parfois un problème de vocabulaire qui ne peut pas tellement beaucoup plus évoluer, que nous pouvons généraliser parfois parler de la dysphasie. Mais quand on parle de troubles de communication, là on a deux aspects, l'aspect oral et l'aspect écrit, puisque nous ne pouvons rien sans passer par la communication. La communication peut parfois être aussi gestuelle ou bien parfois mimique. Donc dans la vie quotidienne, tout ce que nous allons utiliser pour pouvoir communiquer, ça serait beaucoup plus par geste, ça serait verbal, ça serait parfois non verbal. C'est à partir de là parfois qu'il faut parler des troubles de communication. Y a-t-il un handicap ou pas? Mais quand nous parlons de problèmes de langage, c'est un peu lié parfois aux effets d'ordre scolaire. Est-ce que l'enfant lit normalement? Est-ce qu'il écrit bien? Est-ce qu'il entend bien? Est-ce qu'il articule très bien les sons? Fait-il des assimilations, des confusions ou bien des substitutions dans des mots? Alors dites-nous, comment on définit le bégaiement? Définir le bégaiement, aujourd'hui le bégaiement n'est plus un vocabulaire méconnu par le grand public. Donc, le bégaiement, c'est une incapacité des organes de la parole d'accomplir leurs fonctions normalement, parfois pendant l'acte verbal. Donc, c'est quelqu'un parfois qui a un rythme irrégulier de sa parole, parfois qui peut se caractériser par des répétitions, des interruptions, des ajouts, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ou 4 syllabes. Donc, c'est quelqu'un parfois qu'à un moment, vous allez comprendre, au lieu de dire « papa est parti », il va dire « papa est parti ». Donc, quand on fait une succession des syllabes, à plus de 3-4 syllabes, en ce moment, on peut parler véritablement du bégaiement. Jacob So, nous allons marquer un petit arrêt pour écouter les avis des uns et des autres dans ce Vox Pop. La question était celle de savoir quelle est la perception que vous avez des personnes bègues. Je vous propose de suivre ce Vox Pop. La perception que j'ai avec les bègues, il n'y a pas juste, c'est pas une grande chose, il n'y a pas tellement une très grande différence entre les bègues et nous autres. Parce que ce n'est pas une seule personne qui est bègue, il y a plusieurs personnes, il y a une école des bègues. Donc ça veut donc dire qu'ils suivent les écoles comme nous autres. Donc ça veut donc dire qu'ils se communiquent entre eux et pour combien de fois nous autres. Non, le constat est clair. En ce jour aujourd'hui, je pense que les bègues doivent profiter de cette journée pour mieux s'exprimer à travers leurs organismes chargés. Les organismes qui sont chargés de leurs encadrements. Mais ils doivent savoir ceci. Pour moi, ce que je perçois pour les bègues, c'est comme un handicap qui peut surmonter à travers la médecine traditionnelle et moderne, pourquoi pas. Non, je sais que les bègues sont des personnes handicapées qui ont la difficulté de pouvoir s'exprimer et qui ne sont pas compris par leur entourage. Et le plus souvent, on se moque d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à bien parler, à bien s'exprimer parce qu'ils ont des difficultés. Mais de temps à autre, il y a certaines personnes, moi par exemple, je vis avec des bègues, je n'ai pas de problème avec eux et je m'entends très bien avec eux et on converse. Au fur et à mesure que vous mettez du temps avec un bègue, vous connaissez même ce qu'il veut déjà dire de l'avance et c'est facile de pouvoir vivre ensemble avec eux.
Après, j'ai des amis qui bèguent, je sais bien. C'est que c'est comme ça, Dieu les a créés. Mais il ne faut pas, ils sont trop nerveux. Et quand ils parlent, il ne faut pas les forcer parce qu'ils vont vraiment être nerveux. Oui, moi je pense qu'on devrait les accepter en société parce qu'ils n'ont pas voulu être bègues. Je pense que c'est une manière pour eux de s'exprimer, hein, de transmettre un message. Retour sur ce plateau, Jacob So, une réaction? La réaction est que beaucoup plus aujourd'hui, parce que le bégaiement était beaucoup plus considéré comme une fatalité. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas ni un tabou, il est impossible. Mais chez certains, ils n'y croient pas qu'on peut peut-être trouver une solution au bégaiement. Mais là, aujourd'hui, avec des recherches, vous voyez, c'est pour cela que l'OMS a reconnu la journée du bégaiement chaque 22 octobre comme une journée allouée aux personnes handicapées de la parole. Alors, qu'est-ce qui cause le bégaiement? La recherche continue encore. Là, on a quand même un ensemble de facteurs qui concourent à l'apparition du bégaiement. On peut avoir des facteurs déclenchants, des facteurs favorisants, ou bien des facteurs constitutionnels, ou bien d'ordre neuroconstitutionnel, tels que le retard de parole chez certains enfants, la mise à l'école d'un enfant. Parfois même, on peut aller jusqu'au changement de nourrice brusque. On peut avoir certains traits qui peuvent être d'ordre d'émissaires cérébraux, voilà, ou bien d'ordre d'auditifs centraux. Parfois aussi, on peut aller jusqu'au déménagement. Bon, on peut avoir certains traits qui peuvent être d'ordre psychologique, ou bien ça dépendra aussi de l'affection psychologique et de l'environnement. Ça, c'est pour ce qui est des enfants et pour ce qui est des adultes. Pour ce qui est des adultes, parfois on peut avoir un bégaiement acquis. Ça peut être parfois à la suite d'un choc émotionnel, d'un traumatisme. Oui. Ou bien parfois quelqu'un qui a fait un AVC, à la sortie de son coma, parfois il peut commencer à buter parfois sur des mots. Là, en ce moment, sa pensée n'est plus très bien réorganisée comme auparavant. Alors, dites-nous, Jacob So, à quel moment s'installe le bégaiement chez les enfants? Le bégaiement chez les enfants s'installe autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand parfois l'enfant est au début de la construction de sa parole, de son vocabulaire, parfois il a des difficultés parfois à se situer. Il n'arrive plus parfois à retrouver des mots. Et en ce moment, il peut parfois créer une incoordination qui peut jouer au niveau du larynx et de sa respiration. Quand le diaphragme se ferme un peu, là, il ne remonte plus concrètement. En ce moment, parfois, il peut commencer parfois à buter sur des mots. Mais les parents, parfois, n'ayant pas des conseils contradictoires, on va laisser l'enfant grandir en espérant que d'un moment à l'autre, ça peut changer. Alors, comment devrait réagir le parent lorsqu'il constate que son enfant, à partir de 2 ans, commence déjà à buter sur les mots? Et souvent, c'est à 2 ans l'apprentissage. C'est à 2 ans que certains enfants commencent normalement à développer l'expression. Oui. Aura de sa communication. Oui. Ce qui fait qu'autour de 2 ans, 3 ans, quand vous avez un enfant qui a des difficultés, l'attitude que le parent devait adopter devait être une attitude positive. Oui. Ne pas presser l'enfant, parfois laisser l'enfant jusqu'à la fin de sa phrase. Si l'enfant bute plutôt sur des mots, il faudra plutôt être comme un modèle, lui donner le modèle qu'il fallait plutôt dire que je suis à la maison. Comme ça, l'enfant cherche plutôt de répéter. Mais puisque l'enfant a un facteur psychologique qui est très faible, c'est pas qu'à chaque fois, quand vous mettez une pression sur l'enfant va beaucoup plus, son bégaiement va plutôt se chroniciser. Alors que ça ne devait pas parfois être le cas. Donc il faut être juste un parent avec un interlocuteur, être beaucoup plus un interlocuteur actif, en lui donnant parfois juste des modèles. Par exemple, Jacob So, un exemple. Juste un exemple, si vous avez un enfant qui veut dire à la maison, il dit à la maison. Tout juste ce que le parent pouvait juste dire, c'est d'être un interlocuteur actif, de lui donner juste un modèle. À la maison. Et demander à l'enfant de répéter. Demander à l'enfant de répéter. En répétant plusieurs fois, l'enfant va plutôt l'enfant va plus capter. Puisqu'en ce moment, c'est comme un modèle. Alors, et le parent peut faire cela pendant combien de temps? Non, en ce moment, ça dépendra. Oui. Oui, si au bout de 3 semaines, 4 semaines, 6 mois, le trouble persiste, c'est pas là où il faut peut-être se référer auprès d'un orthophoniste ou bien auprès de son médecin pour poser problème. Parce que le facteur peut parfois être juste... Et à ce moment-là, est-ce que cet enfant est né bègue? Est-ce qu'on est bègue, Jacob So? Non, on ne naît pas bègue, on le devient seulement. Oui. Parfois, ça peut être la constitution, l'influence qui tourne autour de l'enfant qui peut parfois être à la source de la perturbation du trouble de l'enfant. Donc on ne naît pas bègue, on le devient seulement. Donc parfois, même dans nos langages courants, on peut parfois dire que c'est en imitant l'enfant du voisin que mon fils a commencé à bégayer. C'est juste parce qu'il y a juste des facteurs psychologiques faibles. On ne peut pas, en imitant quelqu'un, on devient bègue aussi. C'est juste parce qu'en ce moment, il faudra voir au niveau des hémisphères cérébraux. Est-ce qu'il y a beaucoup plus un développement sur ce point? Je crois que c'est à partir de là qu'il faudra beaucoup plus développer. Et quand vous développez beaucoup plus ce côté, il faudra maintenant mieux analyser
en analysant beaucoup plus, vous pouvez peut-être mieux comprendre à partir de quel niveau ou bien qu'est-ce qui est à l'origine du trouble de l'enfant. Dans le bégaiement, on ne naît pas bègue, on le devient. On ne naît pas bègue, le bégaiement n'est pas héréditaire. Il est héréditaire ou pas? Selon les dernières recherches, le côté génétique entre en jeu. Oui. Donc le bégaiement est héréditaire, mais cela ne veut pas dire que le bégaiement est d'une façon mécanique. Si le père bégaye, l'enfant doit bégayer directement. Il faudra mener des recherches autour de 2 générations ou 3 générations pour voir si le grand-père, l'arrière-grand-père n'avait pas bégayé. Mais les recherches continuent encore, mais le facteur génétique entre en jeu au moins à 10%. Mais aujourd'hui, on a des adultes qui bégayent. Dans les facteurs que vous avez énumérés tout à l'heure, il n'y avait pas... Ils n'ont jamais fait d'AVC, mais apparemment, ils ont grandi avec leur bégaiement. Aujourd'hui, ils bégayent. Mais on a constaté qu'il y a des situations où ces adultes ne bégayent pas. Même des enfants qui... Il y a des situations où ces enfants ne bégayent pas. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ce qui justifie cela, c'est beaucoup plus au niveau de la peur. Oui. Parce que toute personne qui bégaye, étant ignorant, a toujours une peur. Et justement, quand une peur, parfois, tout se perturbe au niveau de la transmission ou phonologique. Donc, ce qui fait que parfois, vous allez voir quelqu'un qui a vraiment une parole fluide à tout moment, il s'en sort. Mais juste vraiment, parce que je peux juste vous prendre un exemple. Quand un bègue chante, il n'a pas de problème. Oui. Ou bien quand un bègue récite, il n'a pas de problème. Parce que tout est synchronisé dans la tête. Mais à un moment, si à un moment vous lui posez une question directement, à partir de là, il va être coupé. Puisqu'en ce moment, on a parfois des phonèmes bloquants. Chez certaines personnes, ça peut être la lettre K. Chez certains, c'est la lettre A. Tout ce qui tourne autour de A, il ne peut plus. C'est-à-dire A, quand on veut dire Coca-Cola, il va dire tout ce qui est le que. Pour lui, il a beaucoup plus de problèmes. Chez certains, c'est le P. Tout ce qui est P pour lui, il faudra voir au niveau des praxis. En ce moment, comme les muscles sont au niveau de la constitution des muscles, c'est au niveau labial, c'est sur lingal, c'est sur glottique. C'est à partir de ce moment qu'il faudra beaucoup plus développer. Donc, pour une personne âgée qui bégaye, bon, parfois c'était un peu juste l'ignorance. C'est pourquoi que nous mettons l'accent aujourd'hui sur la prévention. Donc, quand on prend un bègue tout petit, il a plus de la chance qu'en grandissant, son bégaiement ne deviendra pas chronique. Et vous, aujourd'hui, vous êtes l'exemple parfait parce que vous, il y a quelques années, vous étiez bègue et aujourd'hui, vous vous exprimez sans complexe. Tout à l'heure, Jacob So, vous avez parlé de la peur. Il y a des bègues qui parlent fluidement à certains moments et à d'autres moments bégayent. Comment combattre cette peur-là pour éradiquer totalement le bégaiement, pour ne plus bégayer? Combattre la peur, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir maîtriser l'attitude hypotonique ou bien hypertonique de son souffle. Puisque quand il y a une peur directement au muscle au niveau de l'anus, tout se contracte. Et quand tout se contracte, il faudrait beaucoup plus chercher à libérer cette personne. Il faut encourager cette personne de souffler, d'inspirer et d'expirer. Oui. À partir de là, maintenant, d'ouvrir la bouche et de fermer. D'être beaucoup plus positif. Parce que de même dans un auditoire, qui sache aussi qu'il peut beaucoup plus parfois communiquer. Jamais il y a cette question, jamais qu'on pose aux personnes bègues. Le bègue est agresseur ou il est agressé. Je crois qu'à partir de là, quand vous posez une question à une personne âgée, quand il réussit à répondre, à partir de là, vous allez savoir quelle méthode vous pouvez utiliser pour pouvoir l'aider dans la fluidité de sa parole. Oui, mais généralement, le bègue, il est quoi? Agresseur ou agressé? Non, le bègue est agressé. Ah bon? Puisqu'on n'aime jamais laisser le bègue aller jusqu'à la fin de sa phrase. Ah oui. Donc, mieux vaut parfois laisser le bègue, même s'il prend du temps, même si ça peut prendre même 3-4 minutes. Si dans votre entourage, chers téléspectateurs, vous avez un parent bègue, un proche, un enfant, il faut toujours le laisser aller jusqu'à la fin de sa phrase. Oui. Et là, il se sentira plus à l'aise. Plus à l'aise. Ils ont aussi beaucoup plus un problème, un handicap, beaucoup plus au niveau de la communication téléphonique. Oui. Puisque même jamais quand vous posez une question à un bègue, bon, c'est un peu comique, il va plus passer du temps pour pouvoir communiquer. Soit que vous voyez, certains bègues préfèrent beaucoup plus passer par des SMS. Oui. Parce que sur le plan oral, il a un handicap. Il n'arrive pas parfois à propulser la première lettre. Et quand la première lettre est bloquée, généralement parfois, surtout le plan général, au niveau de l'attitude hypotonique, son souffle devient raide. Il ne pourra plus propulser de mots comme avant. Dans votre cabinet, vous recevez en moyenne combien de patients par jour? Et la moyenne, ce sont les adultes ou les enfants? Non, au niveau des pourcentages, 70% c'est plus des enfants. Oui. 30% tournent autour des personnes âgées. D'autres ne viennent pas seulement que pour le bégaiement, ils viennent parfois aussi pour autre chose. Pour un problème de voix, pour un problème de parole. Oui. Oui, mais les tout petits, c'est beaucoup plus. Mais en moyenne,
nous recevons peut-être en moyenne même 6-7 personnes par jour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut évaluer le pourcentage au Cameroun, là, on se situerait dans... Non, mais généralement, parfois, on sait qu'on a... L'OMS reconnaît 1% de la population mondiale. Au Cameroun, au sein de notre association, nous sommes encore sur le terrain, nous menons encore des études. Il n'y a que juste la ville de Douala, Yaoundé, un peu Bafoussam. Il faudra beaucoup plus s'étendre, mais on peut peut-être tourner autour de 2 ou 3% des personnes qui bégayent au Cameroun. Ça, c'est juste notre petit pourcentage. Dans la ville, votre étude s'est attardée sur la ville, dans la ville de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Oui, Bafoussam, donc on pourra peut-être situer autour de 3%. D'accord. Mesdames, Messieurs, marquons le second arrêt de ce programme. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé à l'hôpital de district de Deido et au cabinet de Jacob Sow. Ça fait même 5 ans. Oui. Je ne connaissais pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à bien parler, à bien m'exprimer au milieu de la société. Ça me dérange parce qu'apparemment, c'est comme si je ne me faisais pas comprendre. Alors je m'abstiens de ne pas trop parler. Oui, je m'exprime beaucoup avec les gestes. Oui. Les bègues font généralement l'objet de railleries de la part de leurs proches. Pour certains parents, avoir un enfant bègue est comme une malédiction. Heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'on peut surmonter cela. Je pense que les bègues sont les gens comme nous, déjà très déterminés, décisifs aussi. Et ce sont les gens qui sont aussi un peu très colériques. Ouais, un peu. Déjà du fait qu'ils s'expriment et que il y a des gens qui prennent ça pour des amusements, qui croient qu'ils sont en train de blaguer. Pourtant, au sérieux, ils sont en train de dire quelque chose de vraiment vrai. La fille d'Aline est bègue. Elle est venue ce matin consulter à l'hôpital de district de Deido. J'ai constaté quand ma fille a commencé à parler, elle avait des écarts de langage, c'est-à-dire des répétitions des premiers mots de sa phrase, quoi. Donc peut-être pour dire maman, pour m'appeler, elle avait l'habitude de dire maman avant que le mot ne sorte. Et puis même pour des longues phrases, elle prononce un mot, 2 mots, après le 3e mot, elle est obligée de répéter peut-être 3 fois, 4 fois la première syllabe avant que le mot ne sorte de sa bouche. Et avec le temps, ça partait et puis ça revenait donc. Et j'ai suivi l'annonce à la radio pour le bégaiement ici à l'hôpital d'Edo. J'ai couru directement avec elle pour l'amener ici pour qu'on essaye de voir. Parce que j'aimerais la voir de même parler aussi bien. Donc ça me fait mal de savoir qu'elle bégaye après les premiers mots. Jacob Sow est orthophoniste rééducateur. Ici, dans son cabinet au quartier Aqua, Marcel est venu pour sa séance de rééducation. Il souffre de bégaiement depuis 25 ans. Ça fait seulement 6 mois qu'il se fait suivre ici, avec l'espoir de ne plus bégayer. C'est comme déjà l'autre jour, essaie plus de l'inspirer. Doucement, n'aie pas peur, c'est toi qui te dis chaque fois. Le bègue ne doit pas avoir peur, vas-y encore. Très bien, vas-y encore. Vas-y, souffle. Souffle, ça va. Voilà, ok. Sois plus relax encore. Aujourd'hui, c'est prouvé. On peut surmonter son bégaiement et retrouver l'usage parfait de la parole après plusieurs séances de rééducation et de thérapie.
Est-ce que tu sais que tu nous as mis au quartier? Il n'arrivait plus à prendre la parole, quoi. Toujours sur ce plateau, Jacob Sow, dans ce reportage, on vous a vu dans votre cabinet en pleine séance de rééducation. Est-ce que c'est souvent facile? Est-ce que vous avez souvent des difficultés à rééduquer certains patients? Oui, la difficulté parfois se poserait beaucoup plus au niveau de la patience. Oui. Plus jamais quand un bébé arrive, il croit peut-être plutôt que c'est au bout de 1 mois, 2 mois, oui, qu'il pourra peut-être retrouver beaucoup plus sa parole fluide. Ça dépendra de la gravité. Oui. Puisque le bégaiement est classé en 4 grands groupes. On peut avoir le bégaiement léger, moyen, profond, sévère. C'est en fonction de la gravité de chaque groupe et de l'évaluation qu'on pourra déterminer le nombre de séances. Oui. Ça pourra prendre 3 mois, 5 mois, 6 mois. Donc ça... et beaucoup plus mettre un objectif, que le patient lui-même soit conscient, puisqu'on a aussi un centre de documentation. Quand vous êtes âgé, étant sur place, vous avez besoin de documents. Il faut, mais si possible, aussi travailler par méthode de self-help. Si on a certains bébés qui arrivent, que c'est un groupe, on va les prendre en groupe et chacun d'eux va donner beaucoup plus sa méthode qu'il utilise. Mais on n'exclut pas toujours la méthode traditionnelle. Oui. N'importe quand il est arrivé, nous dit comment il a eu des tentatives thérapeutiques précédentes. Oui, oui. D'autres ont dit qu'ils ont bu l'eau dans la calebasse d'escargot, tout cela. Mais beaucoup plus, nous apportons beaucoup plus des méthodes modernes. Pour les scientifiques. Oui. Et qu'à partir de là, maintenant, pas des documents, pas de la lecture altérée. Quoi qu'à partir de là, petit à petit, il va comprendre. Mais il y a aussi un problème qui se pose au niveau du coût. C'est pourquoi qu'au sein de l'association, quand vous êtes membre de l'association, vous bénéficiez même de plus de 50% des frais de rééducation. Tout à l'heure, on a vu le monsieur. Vous avez vu ce monsieur, Marcel. Oui. Nous sommes au 2e mois déjà. Oui. Il est quand même une 20aine de séances. Vraiment, il est déterminé. Il ne manque pas, il respecte vraiment ses rendez-vous. Donc, je prends Marcel 3 fois par semaine. Et vous pensez que ça, avec le temps, il va retrouver... Bon, je l'encourage à beaucoup plus sa maman. Sa maman nous assiste de temps à autre. Il constate aussi que son fils, puisque son fils actuellement sur le plan professionnel, s'en sort déjà petit à petit déjà. Alors, Jacob Sow, dis-nous quelles sont les méthodes de rééducation que vous employez lorsqu'il s'agit des enfants maintenant, parce que là on avait un cas pratique d'un adulte. Non, lorsqu'il s'agit parfois beaucoup plus d'un enfant, on peut avoir deux types. On peut avoir une rééducation directe ou bien une rééducation indirecte. Directe, c'est-à-dire? Directe veut dire qu'il faudra beaucoup plus donner des méthodes à l'enfant. Et à partir de là, maintenant, essayer de travailler son souffle. Développer le diaphragme pour que l'air puisse peut-être remonter normalement. Et quand vous travaillez beaucoup plus cette technique, il faudra maintenant décontracter les muscles sous-glottiques. Parce qu'au niveau de la bouche, on a plein de muscles. La langue, au niveau des muscles sous-glottiques, développer cet aspect. On développe cet aspect maintenant, la décontraction générale. Voilà. Maintenant, deuxièmement, la méthode indirecte, c'est un peu beaucoup plus physiologique. Il faudra poser une question à l'enfant, que c'est quand il répond maintenant qu'on pourra noter s'il a un phonème bloquant ou pas. À partir de là, qu'on pourra peut-être donner des techniques. Mais beaucoup plus la base, à 70% tourne autour du souffle phonatoire. Parce qu'il faudra, puisqu'on n'y peut rien faire, nous communiquons grâce au souffle. Parce que la parole est un peu physiologique. Parce que même l'enfant te pose parfois la question, pourquoi je bégaye? Il faudrait un peu être en mesure d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui cause son bégaiement. Et qu'est-ce que vous, le parent de... Enfin, l'enfant pose la question à l'orthophoniste. Mais quand l'enfant pose la question au parent, qu'est-ce que le parent devrait répondre? Beaucoup plus abstrait, ce qui a lieu de faire parfois, nous passons par le canal du parent pour mieux l'expliquer. Comme il voit là, parce qu'il dit que dans sa classe, on se moque de lui, il est le seul qui bégaye. Donc ce n'est pas du tout facile pour un enfant de gérer son bégaiement. Parfois, il rentre le soir par des pleurs. Donc, ce qui est sûr qu'il faudra ramener à l'enfant, pas des objets, pas des jeux ludiques. À partir de là, maintenant, il essaie de l'entraîner petit à petit. Voilà. Je crois que par cette méthode indirecte, l'enfant va petit à petit essayer de comprendre. Mais quand tout est bien décontracté, petit à petit, là, puisque la rééducation passe un peu plus vite chez les tout petits que chez les grands. Parce que les muscles ne sont pas encore véritablement contractés. Donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est encore plus facile vraiment de récupérer un enfant qui commence parfois à buter sur des mots. Alors, je veux dire, pourquoi il faut automatiquement suivre une thérapie? Moi, je connais une famille où tout le monde est bègue. Ils ont suivi des thérapies, ils sont toujours restés bègues. Je connais un autre bègue qui a raconté son histoire comme quoi il a bu de l'eau dans la coquille d'escargot et son bégaiement a disparu. Et il ne trouve pas la nécessité de suivre une thérapie, Jacob Sow. Non, dans la proportion générale,
du grand public, oui. Vous allez voir n'importe qui. Certains te diront que quand il était petit, il a eu à bégayer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne naît pas bègue, on le devient seulement. Donc c'est une proportion de 4 ou 5 enfants qui bégayent. Un cas peut-être pourra devenir bègue chronique, on ne sait lequel cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous mettons l'accent beaucoup plus sur la prévention. Les 4 autres en faisant une thérapie pourront bien récupérer au niveau de la parole, au niveau de l'expression. Maintenant, il y a d'abord aussi beaucoup plus aujourd'hui l'ignorance. Beaucoup ne savent pas de quoi, qu'est-ce que c'est que qui est le spécialiste qui doit s'occuper des différentes pathologies de la parole. Voilà. Deuxièmement, maintenant, le problème se situerait beaucoup plus au niveau de la conception psychologique. Voilà, puisque ce n'est pas... Je pourrais juste prendre un petit exemple. Généralement, parfois, quand nous rentrons en soirée à la maison, et que parfois on dit qu'on ne se sent pas bien, juste généralement, des choses que vous pensez à la tête, d'aller en pharmacie, vous prenez peut-être même le Ferragan. Oui. Ce n'est pas passé par une prescription. Quand vous prenez, ça calme. Alors qu'en fait, ce n'est pas ce mal. Oui. Donc, jamais en buvant l'eau dans la coquille d'escargot. Donc, c'est psychologique, quoi. C'est psychologique. Oui. Donc, ça peut disparaître comme ça peut ne pas disparaître. Voilà. Alors, parlez-nous du traitement préventif. En quoi consiste le traitement préventif? Le traitement préventif consiste beaucoup plus en un travail beaucoup plus de guidance parentale, des conseils judicieux à donner aux parents, ou bien au moment où l'enfant est pris avec sa parole. Parce que les parents ont parfois des conseils contradictoires en espérant que d'un moment à l'autre ça va passer. C'est pas que l'enfant passe plus du temps, parfois on vient avec les enfants un peu plus tard. C'est là où j'encourage beaucoup plus aussi le concours des pédiatres, puisque avec qui nous travaillons beaucoup plus en collaboration. Parfois c'est chez le médecin qui va essayer de les recommander. Maintenant, deuxièmement, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, de donner beaucoup plus un modèle. C'est ça beaucoup plus dans le traitement préventif. Préventif veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à la maison? Parce que généralement nous travaillons toujours avec un cahier. Okay? Qu'est-ce que le parent doit faire à la maison? Donc des exercices que nous donnons au cabinet, le même parent doit encore continuer à la maison. C'est à partir de ces exercices quotidiens, parce que le parent doit jouer double rôle. Il doit être un parent et un acteur. C'est à partir de là maintenant beaucoup plus qu'on ne va pas d'exercices appropriés, double chez l'orthophoniste, chez le parent, en ce moment que nous allons beaucoup plus développer. C'est pour cela que ça entre beaucoup plus dans le traitement préventif. Mais généralement, quand on parle de traitement, chez nous, nous utilisons beaucoup plus le mot thérapie. La thérapie. Alors, pour ce qui est de la thérapie curative, c'est quoi concrètement? La thérapie curative, en ce moment, puisque après avoir évalué un patient, on peut peut-être constater que son trouble peut être peut-être lié d'ordre développemental ou bien neurologique. Ou bien après un traumatisme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui a lieu de faire qu'on peut parfois avoir une recommandation auprès des médecins. Le neurologue peut même jouer un rôle, il peut même prescrire même des myorelaxants pour pouvoir chercher à décontracter des muscles sous-glottiques ou bien sous-glottiques. Bon, parfois même chez le psychologue, on peut avoir même des séances de psychothérapie. Qu'en ce moment, il faudra beaucoup plus amener cette personne à mieux comprendre son handicap. Beaucoup plus des adolescents aujourd'hui, ou bien des adolescents ou bien des étudiants, quand il est parfois dépassé, il ne sait pas de quoi, il perd l'emploi, il se pose parfois plusieurs questions. Quand il arrive à notre niveau, si le bégaiement est beaucoup plus, s'il y a certains muscles autrement, même le médecin ORL doit explorer tout le fond laryngé afin de nous situer. Donc je ne travaille pas seul. Donc l'orthophonie, c'est quelqu'un qui est situé au centre neurologique. Vous travaillez avec les médecins ORL, vous travaillez avec les pédiatres, des neurologues, des psychologues. Ça sont des médecins avec qui nous accompagnent au quotidien. De mettre un terme à cet entretien, Jacob Sow, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, de votre cas, parce que vous êtes un ancien bègue. À quel moment vous avez commencé la thérapie et sur quelle durée vous avez réussi à surmonter cela? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, le bégaiement a complètement disparu. Vous n'êtes plus bègue? Non, pas que je multiplie tous les efforts au quotidien. Oui. Ok, donc c'était à l'âge adolescent quand j'ai eu mon bac. Vous avez quel âge à l'époque? À 18 ans. Donc, oui, vous commencez la thérapie à 18 ans? Non, j'ai commencé la thérapie à 18 ans puisque j'avais eu le concours d'entrée à l'école de formation des enseignants spécialisés, auquel j'avais des difficultés d'expression. C'est l'une des orthophonistes françaises. Une de nos professeurs, quand elle est arrivée, elle a dit que non, on peut accepter le dossier. Sur le plan écrit, puisque le bègue... écrit très bien. Sur le plan au niveau de l'intelligence, le bègue n'a pas de problème. C'est en ce moment-là que la dame a accepté. C'est comme cela qu'au fur et à mesure, j'étais même plutôt comme, c'est sur moi parfois qu'on faisait un cobaye, vous étiez un peu comme un cobaye, elle faisait des expériences. Donc au bout de 7 mois, petit à petit, au bout de 7 mois, j'ai quand même pu récupérer. Mais il fallait encore continuer beaucoup plus par la méthode de la lecture altérée. Et la lecture haute voix par syllabe. Parce que comme cela, au bout d'1 an, 2 ans et demi, en faisant la formation, au bout de 3 ans,
Ok, c'est comme ça comme j'ai pu vraiment récupérer une parole à 90%, 80% fluide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et surtout aux parents d'enfants bègues ou aux bègues qui nous regardent en ce moment avant qu'on mette un terme à ce programme? Non, tout ce que je peux dire à toute personne qui souffre de son trouble de communication est que de se rapprocher parfois, de se poser des questions, d'être beaucoup plus curieux. Étant beaucoup plus curieux, vous bénéficiez beaucoup. Des parents qui ont aussi des enfants qui bégayent, c'est de se poser toujours les mêmes questions. Puisque le bégaiement ne constitue une fatalité, tel que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un tabou, mais il est possible, par des méthodes aujourd'hui, la prise en charge étant précoce, vous aurez plus de la chance à récupérer, que votre enfant autour de vous ne va plus avoir des difficultés, que ça peut être d'ordre linguistique et autre chose. Il faut être beaucoup plus curieux. Au bout de 2 ans, 3 ans, votre enfant a des difficultés, il faudra beaucoup plus se référer. Pas seulement que chez nous, même auprès de votre médecin, pour poser juste des questions. Le médecin, si possible, pourra vous recommander, si nécessaire. Merci Jacob So d'être venu sur notre plateau. Vous êtes orthophoniste rééducateur, ancien bègue et président de l'association Voix Parole Bégaiement du Cameroun. En abrégé Avopabek. Avopabek. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie très sincèrement. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up consacrée au bégaiement. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous écrire et nous faire des suggestions sur notre page Facebook en tapant tout simplement Check-up. Bon après-midi à tous.